vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. On prend des questions importantes, on les met sur la table pour tenter d'en parler et de les décortiquer. Vous le savez, Félix Antoine Tshisekedi a été élu en 2018 et là nous sommes en 2020. Le président de la République est pratiquement à mi-mandat. Aux États-Unis d'Amérique, on aurait pu organiser des élections de mi-mandat pour savoir, pour jauger un peu la popularité et le travail rendu par le président. 2 ans et demi après son arrivée, que peut-on dire sur le plan social, sur le plan économique de ce que M. Tshisekedi a fait? Nous faisons le point là-dessus en pensant notamment à l'horizon 2023 pour les élections générales prévues donc lors des élections de 2023. Pour en parler, un habitué de cette émission qui est avec nous ici, Maître Yves Mouekassa. Maître, bonsoir. Bonsoir, Perrault. Ça fait toujours un grand plaisir de vous retrouver. Ça fait longtemps, qu'est-ce qui s'est passé? Vous nous avez fui? Non, j'étais à l'Est, j'étais à Goma. Voilà, je suis de retour, je suis à Kin maintenant. Et c'est toujours un plaisir exquis d'être reçu sur le plateau, le fameux célèbre plateau de CPL, où ça tire à balles réelles. Et nous sommes là une fois de plus. Et heureux d'être présent. À Goma, comment vous avez trouvé la situation? Il y a beaucoup de rumeurs qui se racontent autour. Le gouvernement ne s'est pas montré assez solidaire, que nos frères et nos sœurs qui sont là-bas, victimes de cette éruption volcanique, n'ont pas reçu suffisamment de l'aide de la part du gouvernement. Vous qui venez de là, dans quelle situation vivent les sinistrés du volcan d'Iragongo? Bon, le mot sinistré dit déjà qu'ils sont dans une situation qui est déplorable. Personne n'aimerait quitter sa maison, quelle que soit la qualité de sa maison, pour aller vivre dans un camp de déplacés. Déjà ça, c'est une épreuve qui est terrible. Mais le gouvernement de la République a mis en place, contrairement aux ragots qui sont colportés par ceux qui en sont friands, a mis en place des mécanismes pour accompagner et prendre en charge ces gens. Notamment la fondation de la Première Dame, Denise Diakio. Oui, a apporté une aide essentielle à nos compatriotes qui sont sinistrés à l'Est. Le gouvernement de la République avait dépêché une délégation de haut niveau, je pense 5 ou 6 ministres du gouvernement. Parlons de la fondation de Zakero, il y a un tweet de la Lucha qui l'accuse d'avoir détourné 80 tonnes de ces dons-là. Est-ce que vous qui venez de là, vous avez entendu ce genre de choses? Non, c'est faux. Ce sont des accusations farfelues, saugrenues, hideuses. J'ai été à Goma, j'ai été au niveau de l'instance judiciaire où cette affaire-là est en train d'être instruite. La justice avait invité ceux de la Lucha qui avaient fait ces affirmations, qui disaient qu'ils ont des preuves. On leur a demandé d'apporter ces preuves-là pour qu'éventuellement ceux qui sont coupables de ces détournements soient mis aux arrêts. Aucune preuve n'a été apportée. Mais la Lucha affirme quand même que de fausses interviews ont été montées pour asseoir le fait que non seulement Denise Diakero a joué de son rôle de la première dame de la République pour canaliser tous les dons, non pas au gouvernement mais pour sa structure, mais on cite même la société d'Atco qui aurait donné 80 tonnes ne serait pas vue. Et on dit aujourd'hui qu'elle instrumentalise la justice contre une structure sérieuse des droits de l'homme. Entendons-nous, cher Perrault, la première dame n'est pas l'auteur du code pénal congolais. Les imputations dommageables sont dans ce code pénal qui date de 1940. Je suppose que la première dame n'était pas encore née. Elle n'était pas encore née. Quand vous faites des affirmations qui peuvent porter atteinte à l'honneur d'une personne, vous tombez sous le coup de la loi. Que vous soyez de la Lucha ou de quelque organisme que ce soit, cela ne vous rend pas, ne vous accorde pas une immunité pénale. Donc, ils ont fait des affirmations. À ce stade, je pense qu'il n'y a pas une action pénale quelconque contre ces gens de la Lucha. Ils ont été invités. Non, mais il y a un mandat d'amener qui a été émis. Non. Le mandat d'amener peut être émis même contre un témoin. On vous invite, vous ne venez pas vous présenter, on émet un mandat d'amener. Un mandat d'amener, ce n'est pas un mandat d'arrêt. Un mandat d'amener, ça veut dire on vous oblige à venir devant le magistrat ou devant la justice. Ils disent, ils donnent des détails. Le tonnage
du matériel ou de l'aide qui aurait soi-disant été volé. Il le donne, il donne la source de provenance. Vous venez de citer un organisme. DATCO, oui. Voilà. Mais on leur dit, ok, venez devant les instances habilitées. Dites-nous, vous avez des informations, d'accord, donnez-nous ces informations pour permettre à la justice d'ouvrir une instruction judiciaire en bonne et due forme et éventuellement mettre la main sur ceux qui ont détourné cette aide. Et vous faites des affirmations sur les réseaux sociaux. Quand on vous dit, venez donner les éléments à la justice, vous dites, voilà, vous criez à l'acharnement, vous criez à l'instrumentalisation de la justice. Soyons responsables avec nous-mêmes. Elle est quand même première dame. Non, ça, ce ne sont pas des... Mais la première dame est insultée de toutes les manières depuis que le président Félix est là. Ça, ce n'est pas une insulte, c'est ça la nuance. L'autre n'insulte pas. Ils disent qu'ils ont des faits palpables, des faits concrets. La justice dit, donnez-nous les éléments pour que nous puissions mettre la main sur ces personnes. C'est différent. Ils auraient formulé une critique contre la fondation de manière générale. Je pense qu'il n'y aurait rien. Ils en font d'ailleurs des tas depuis que le président de la République est en place. On reçoit chaque semaine, chaque jour, sur les réseaux sociaux, des critiques qui viennent à tout vent, qui viennent de tous les côtés. Il n'y a jamais eu une quelconque action judiciaire ouverte à charge de qui que ce soit. Et à ce stade, c'était une invitation à venir donner les éléments. Je pense que ceux qui suivent le dossier de manière particulière ont plus de détails là-dessus. Mais à ce que je sache, puisque j'étais à Goma, puisqu'éventuellement j'ai été là, au niveau des instances judiciaires, dans le cadre de mon travail d'avocat, où j'ai vu plusieurs dossiers être traités, et notamment celui-là, je vous dis que c'est une invitation qui avait été lancée pour dire donnez-nous les éléments. Lorsque vous ne déférez pas une invitation du parquet, que vous soyez témoin, que vous soyez prévenu, la justice a la possibilité, la latitude d'émettre un mandat d'amener pour qu'on vous comprenne. Non mais vous qui étiez là, vous pensez que c'est du mensonge? Denis Dakeru n'a jamais détourné les dons, c'est faux? Mais quand la personne qui fait des affirmations n'arrive pas à apporter des preuves, c'est quoi? C'est du mensonge, c'est du vent, c'est rien du tout. En droit, on a l'habitude de dire actor incumbit probatio. Celui qui allègue les faits en apporte les preuves. On ne leur demande même pas de monter un dossier, mais d'apporter ne fût-ce que les éléments qu'ils ont pour que la justice puisse faire son travail. Admettons qu'il y ait quelqu'un au sein de la fondation qui soit en train de détourner. Admettons, je suis vraiment dans une hypothèse. Si vous avez des éléments et que vous donnez ces éléments, et que cela permet à la justice de mettre la main sur cette personne, tout le monde y gagne. On vous dit, apportez les éléments que vous avez. Oh, non, ça devient de l'acharnement. C'est ça. Ce qui veut dire qu'en réalité, c'était un coup médiatique. Donc ces affirmations saugrenues, farfelues qui ont été faites sur la fondation Denis Dakeru, c'était un coup médiatique pur et simple. Sinon, ils auraient apporté des preuves, même par personne détournée. Ils auraient pu envoyer un de leurs conseils, un de leurs avocats, aller à la justice pour dire voilà, les éléments que nous avons sont là, à partir de ces éléments, que la justice fasse son travail. Rien de cela n'a été fait. Maître, restons justement dans les lots de la justice. On sait que vous êtes un auxiliaire de la justice, vous êtes avocat, vous défendez donc les intérêts des justiciables devant les cours et tribunaux. Comment jugez-vous l'action de la justice? Vous savez qu'aujourd'hui on dit que M. Tshisekedi utilise la justice pour écarter certains candidats. J'en veux pour preuve le cas Caméré. Comment le président de la République, magistrat suprême, l'homme au nom de qui les décisions de justice sont exécutées, peut-il dire d'un homme qui a été condamné en première instance, qui a été condamné en deuxième instance, qu'il est honnête, qu'il est correct? Mais qu'est-ce que l'homme honnête, l'homme correct, qui a même un rôle important à jouer dans ce pays, alors qu'il y a un jugement coulé en force de la chose jugée qui pèse sur sa personne, alors qu'on dit qu'il a 10 ans d'inéligibilité dans le pays? Comment vous expliquez-vous? Est-ce que ça ne crédite pas la thèse d'une justice instrumentalisée? Vous qui fréquentez les cours des tribunaux, êtes-vous fiers de ce qui se passe? Ou vous vous dites, M. Tshisekedi commence à instrumentaliser les magistrats? Non, malheureusement, on a tendance à faire table rase du point de départ. Nous venons d'où? Nous avons connu des décennies de dysfonctionnement de la justice. Maintenant, un nouveau président est arrivé avec une nouvelle vision, avec un nouveau tonus. On a commencé un processus de recadrage de ce qui avait été abîmé, biaisé, démantelé, disloqué pendant des années et des années. Ça prend du temps et ça prendra du temps pour que notre justice arrive à fonctionner d'une manière qui soit, entre guillemets, idéale. Pour ce qui est du cas Vital Kamerhe, le président de la République n'a pas émis un avis sur le jugement qui a été rendu au premier degré, ni sur l'arrêt qui a été rendu au second degré.
il a émis un avis sur la personnalité ou la personne de Vital Kamerhe, compte tenu de sa moralité, compte tenu du fait qu'il l'a fréquenté, il le connaît. Non, mais le président est quand même magistrat suprême. Non, même alors. Comment un magistrat suprême peut dire que cet homme est correct, il est honnête, alors que l'homme a été condamné? En justice, on n'a pas jugé de son honnêteté. L'honnêteté est une caractéristique morale qui n'a rien à voir avec les faits pénaux. Vous pouvez être quelqu'un de correct, mais sous l'effet de la colère, vous tapez quelqu'un dans la rue. Vous pouvez être quelqu'un de correct, mais sous une circonstance X ou Y, vous faites le mal. Donc, il faut dissocier les propos du président de la République qui portent sur la personnalité de l'individu Kamerhe et les faits pénaux pour lesquels Vital Kamerhe est poursuivi. A contrario, si le président avait l'intention d'instrumentaliser la justice dans le cas Kamerhe, lui qui dit que Kamerhe est correct, je pense qu'il aurait appelé les magistrats pour dire voilà, Kamerhe est correct, relâchez-le. Bien au contraire, il a fait honneur en disant ok, je ne me mêle pas de ce que vous faites, faites ce que vous avez à faire, dites le droit et dites-le de la bonne manière qu'il soit. Donc en dépit de son opinion personnelle, qui voudrait que le président Kamerhe soit quelqu'un de correct, quelqu'un de bien, la justice qui est... Cet élément devrait d'ailleurs servir d'appui à cette affirmation qui voudrait qu'à l'heure actuelle, nous tendons vers une indépendance parfaite de la justice. Parce que sinon, un président de la République qui croit que quelqu'un est correct, mais il aurait cligné des yeux simplement et les magistrats se seraient exécutés, comme on l'a vu tant de fois dans ce pays. Donc, mélanger les deux choses, moi je pense que quelque part c'est une torsion de la vérité. Pour rester correct, pour rester dans les faits, l'opinion personnelle du chef de l'État qu'il a émise n'a eu aucune incidence sur la justice et c'est tout à son honneur. Restons dans le couloir de la justice. Comment jugez-vous l'affaire Matata Ponyo? On sait que sur lui, on dit aussi qu'il y a des élans présidentiels avec Matata, il serait candidat président de la République. Vous qui fréquentez la justice, comment vous expliquez cet acharnement sur la personne de Matata? En un mois, 5 réquisitoires, vous vous rendez compte? En un mois, Matata a été objet de 5 réquisitoires de la part du procureur général après la Cour, le procureur après la Cour constitutionnelle. Et puis aujourd'hui, le même procureur qui hier a dit que peser sur Matata les indices sérieux de culpabilité dans l'affaire de la zarianisation, il lui a même adjoint à rester dans une résidence surveillée, vient d'élever la résidence surveillée. Ce n'est pas ça les bribes, les éléments d'un acharnement, d'une instrumentalisation de la justice? Bien au contraire, c'est une nouveauté pour nous qui sommes habitués à voir la justice prendre un chemin linéaire, de voir qu'en réalité le parquet instruit à charge et à décharge. Donc il y a eu des indices sur lesquels il fallait que le Premier ministre honoraire Matata Ponyo réponde. Protégé par son immunité, il ne pouvait pas le faire, il aurait été citoyen lambda, on l'aurait invité sans que cela ne fasse autant de bruit. Il y a beaucoup de Congolais qui sont invités tous les jours au parquet ou à la police. Ils y vont, ils présentent leurs moyens de défense et puis on les laisse rentrer à la maison. Pour le cas du Premier ministre honoraire Matata, cela a fait du bruit compte tenu de sa qualité, de ce qu'il est. Donc, compte tenu du il a reçu. On dit de lui qu'il sera candidat président de la République. Il faut écarter tout le monde. Si tel était le cas, il serait en prison. Si tel est le cas, si l'intention était de l'écarter de la course à la présidence, il serait en prison aujourd'hui. La justice l'a invité, il s'est présenté, accompagné de ses avocats, qui ont peut-être fait un bon travail en présentant des preuves palpables à la justice. La justice qui instruit à charge et à décharge estime, compte tenu des moyens ou des preuves qui lui ont été présentées, qu'il n'a plus de raison de retenir Matata. Voilà pourquoi on appelle MAP. Quand on dit MAP, le P signifie provisoire, mandat d'arrêt provisoire. Et ce qui est provisoire peut être levé à n'importe quel moment. La justice a estimé qu'il n'y avait plus lieu à ce qu'on garde Matata sous un mandat d'arrêt provisoire, compte tenu des éléments qui ont été présentés devant la justice. On l'a laissé rentrer dans sa maison. Mais ça ne veut pas dire à ce stade que le dossier est clôturé. Il n'y a pas encore une note de fin d'instruction. Ça veut dire que le parquet continue ses enquêtes, mais le citoyen Matata Ponyo est libre. Si demain, dans les enquêtes du parquet, une tournure nouvelle ou des faits nouveaux ou des éléments additifs
font qu'il y ait lieu de le rappeler devant la justice, on va le rappeler. C'est une nouveauté pour nous tous, 80 millions de Congolais, près de 100 millions. On n'est pas habitué à avoir une justice qui œuvre sereinement, sans trop d'interférences. Je pense que c'est une nouveauté, nous allons nous y habituer. Non, on doit s'habituer aussi à voir certains proches de M. Félix aussi de répondre, ceux de l'UDPS aussi. Et Teni Longondo, sur lui pèse des soupçons dans la gestion de l'affaire Covid. L'IGF en a encore rappelé. Où se trouve Lobo aujourd'hui? Lui qui a été arrêté avec fanfare, envoyé en prison, on ne parlait plus de son affaire. Où se trouvent les ministres de la formation professionnelle? On a l'impression que la justice que vous saluez aujourd'hui dirige ses tirs que vers le camp Kabila, vers les collaborateurs de l'ancien président de la République. Bien au contraire. Vous avez dit que Lobo a été arrêté. On n'a pas l'habitude de voir ça dans ce pays. Si vraiment la justice était à sens unique, il n'aurait même pas été inquiété. Peut-être une opération de Non, il a été arrêté. Il n'y a pas que lui. Kikangala a été interpellé. Il y en a beaucoup d'autres. Certains qui sont connus et cela fait du bruit. Certains qui le sont moins. Qui peut-être maintenant même se retrouvent en prison alors qu'ils ont des relations où ils sont proches du président de la République. On a vu sur les réseaux sociaux un jeune homme qui s'est réclamé, je ne sais pas, neveu ou qui est chef de l'État, qui a tonné sur les policiers. Mais la conséquence, c'était quoi? Nous avons tous vu ces jeunes hommes au cachot du parquet à grande instance la Gombe, à l'Amigo là-bas. Vous pensez que sous les régimes précédents, ça serait possible? Non. Ne peuvent pas voir que ceux qui ne veulent pas voir que réellement on est en train d'avancer. Allez sur les réseaux sociaux et vous vous rendrez compte que ce sont les plus fidèles, les aficionados du président de la République qui réclament que Eteni passe par la case de la justice. Mais encore une fois, il y a un principe dans notre constitution qui s'appelle la présomption d'innocence. Même Eteni, même en réclamant que Eteni se présente devant la justice, gardons à l'esprit que ça peut se passer de la même manière qu'avec Matata Ponyo. Il présente ses éléments de preuve, il est relâché, comme ça pourrait se passer, comme avec le directeur de cabinet du président de la République, qui est allé, qui a présenté des preuves, mais que la justice a jugé insuffisantes, et l'a envoyé à Makala. La justice, au niveau du parquet, l'instruction se fait à charge et à décharge, et ça sera le cas pour tous ceux qui sont avec nous aujourd'hui. Maître Yves, je l'ai dit au départ de cette émission que M. Tshisekedi est arrivé au pouvoir en 2018. Là, nous sommes au mois de juillet 2020. Ça fait exactement 2 ans et 6 mois que le président est là. Ça veut dire qu'on est en mi-mandat. Près de 3 ans après l'arrivée de Tshisekedi, êtes-vous fier de ce régime? Si vous étiez demandé de faire un bilan de ce que M. Tshisekedi fait, parce que là, j'en reçois des tonnes ici sur ce plateau, on commence à avoir l'impression que la situation va de mal en pis. C'est encore pire qu'à l'époque des Kabila. Vous vous rappellerez que ceux des Kabila vous montrent ici, Maki à Koutaran à 300 francs, à 200 francs, les leux à 700 francs. Savon le coq à Koutaran, on a 250 sur 300, les leux à 700 francs. Maï, Toando Somba Maï, 300 francs. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression que, à entendre ceux du FCC, que la situation va mal. Quel est le bilan que vous faites de M. Tshisekedi, de sa gestion depuis qu'il est là? Ça fait 2 ans et demi. Il y a une phrase qui m'a fait tiquer à l'instant. Vous avez dit que le régime du président Kabila, du président Félix-Antoine Tshisekedi serait pire que celui de Kabila. Écoutez, n'ayons pas la mémoire courte. Il y a à peine 3 ans, on voyait des gaz lacrymogènes dans les églises, on voyait des prêtres dénudés, on voyait des manifestants tués. N'ayons pas la mémoire courte. Dire que le régime n'est pas parfait, dire qu'il y a des imperfections, il y a des choses à corriger, c'est tout à fait normal. Mais dire qu'on fait pire que Kabila, là, c'est une preuve d'une cécité volontaire. Il y a à peine 2 ans, 3 ans, certains étaient arrêtés à cause de ce qui se figurait dans leur message WhatsApp. Il y a à peine 2 ans, 3 ans, les gens étaient torturés à la nerf. Il y a à peine 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas cette liberté qu'il y a aujourd'hui sur ton plateau, mon cher ami Perrault. Combien de gens viennent ici pour critiquer le président Félix matin, midi, soir? Lequel d'entre eux a été interpellé par la nerf? Personne. Ceux qui ont eu affaire à la justice, ce sont ceux qui se sont livrés à des injures et des menaces de mort. Donc, ne comparons pas l'incomparable. Maintenant, aurais-je l'audace de dire que tout va mieux dans le meilleur du monde? Non, mais sur le plan le social, président c'est lui-même, en faisant le bilan, il a dit qu'il y avait des choses qui ne marchaient pas. Dans ses dernières sorties médiatiques, lui-même, le tout premier de nous tous, a eu conscience du fait qu'il y a des points qu'il faut corriger, il y a des choses qu'il faut améliorer. D'où l'action qu'il a entreprise de faire appel à tous les compatriotes congolais venant de différentes familles politiques
pour qu'il puisse l'aider à améliorer ce qui est en train d'être fait. Bon, maintenant, ok, à ce stade, qu'est-ce qui a été fait? Beaucoup de choses ont été faites. Sur le plan social, aujourd'hui, on est en train d'augmenter le salaire des magistrats, par exemple. C'est une avancée significative. Sur le plan social, on est en train petit à petit d'augmenter le salaire des enseignants. C'est une avancée significative. Sur le plan social, on a déchargé les parents de cette charge lourde que constituent les minervales à travers la gratuité. C'est une avancée significative. Sur le plan du droit, je ne me répéterai pas, nous venons de faire une ébauche de bilan ici. La justice commence petit à petit à fonctionner. Aujourd'hui, on voit des faibles gagner face aux forts dans les cours et tribunaux. Ce qui était impensable il y a peu. Aujourd'hui, n'importe qui peut se dire, bon, je vais en justice et j'ai bon espoir que je peux gagner. Il y a quelque temps, c'était quasiment mirifique et impossible. Donc, il y a des avancées significatives. Mais quelles sont les avancées qui, en 2 ans, peuvent complètement corriger les imperfections et les avanies des 18 années ou même plus loin des 60 ans post-indépendance? Donc, il faut garder le bon rythme et apprécier les choses en temps et en heure. Je pense que lorsque nous procéderons au bilan du président Félix Antoine Tshisekedi à la fin de son premier mandat, on se rendra compte que beaucoup de bonnes choses ont été faites et par rapport à ces bonnes choses, le peuple, dans son bon vouloir et dans sa souveraineté, lui accordera certainement un 2e mandat. Et dans le bilan, vous mettrez aussi ces multiples voyages qui ont coûté des millions à l'État congolais. Et qui ont rapporté beaucoup de crédibilité. On mettra également les dépassements budgétaires. Chaque fois que... ça, vous n'en avez pas parlé. Les dépassements budgétaires, le président déborde toujours. Pour la première fois, la DGDA, la DGI, la DGRAD sont en excédent. Pour la première fois. Ça veut dire qu'il y a une bonne politique qui est en train d'être mise en œuvre. Et sur ce point-là, j'en profite pour féliciter le nouveau ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui, dès son arrivée, a mis sur pied certaines mesures dont les conséquences sont là. La DGI, la DGRAD, la DGDA sont en excédent. Ils font de recettes plus que les assignations qui leur ont été attribuées lors du vote du budget. Donc, ce sont des faits qui ne suffisent pas encore à faire du Congo le pays de nos rêves, mais ce sont des faits qui indiquent de manière indiscutable et indubitable que nous sommes sur la bonne voie. Le président de la République se trouve à l'heure où nous parlons au Ghana. J'ai lu dans les réseaux sociaux qu'on a failli assister à un incident avec le directeur général des Logefrem, à qui on a demandé de quitter la salle, qu'on aurait chassé, c'est ce que les réseaux sociaux rapportent. Je voudrais qu'on aborde un peu la question des Logefrem, mais entre-temps, avant d'entrer en profondeur, vous pensez que le président, même pour les cas, la zone de libre-échange, le président de la République ne pouvait pas... Que fait les ministres des Affaires étrangères? Quel est le rôle des ministres sectoriels? Avoir un président de la République qui veut être partout au même moment, est-ce que ce n'est pas compliqué? Ce n'est pas emboîter ou marcher sur le plate-bande des ministres sectoriels, M. Mouekassa? Non, cher ami Perrault, du tout. N'oublions pas que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo n'est pas seulement président de la République démocratique du Congo, il est président en exercice de l'Union africaine. La zone de libre-échange continentale africaine, c'est le détail le plus important, c'est l'un des thèmes le plus important ou l'un des thèmes majeurs de ce qu'on appelle objectif 2063 de l'Union africaine. Ça veut dire que l'Union africaine s'est fixé des objectifs pour 2063. Et parmi les objectifs qui s'est assigné, il y a la création de cette zone de libre-échange, qui en fait va aider à créer une seule zone de libre-échange de l'Égypte à l'Afrique du Sud. Donc jusque-là, nous avons 5 zones. Comme ça, nous avons le groupe des États de l'Afrique de l'Est, nous avons la CEAC en Afrique centrale, nous avons les États saharo-sahéliens, et puis nous avons les États du Maghreb. Maintenant, ces 5 zones vont se mettre ensemble pour créer une seule zone de libre-échange de l'Égypte en Afrique du Sud. Les avantages et les désavantages, on en fait débat tous les jours. Mais c'est un projet majeur. Et en tant que président de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi est en train de chapeauter ou de piloter ce projet à vocation continentale. C'est là que le dossier OGEFREM pose problème. Janvier 2021, Félix Antoine Tshisekedi devient président de l'Union africaine. Le 20 avril de cette année, il s'est tenu ici à Kinshasa, cette grande conférence de l'UCCA,
l'Union des conseils des chargeurs africains. C'est-à-dire les équivalents de l'OGFREM dans les autres pays. Ils se sont retrouvés ici. Une grande conférence, l'une des rares d'ailleurs, organisée chez nous, où les pays étrangers viennent, parce que c'est nous qui avons l'habitude d'aller chez les autres, sous la présidence du président de la République. Et au cours de cette rencontre, un digne fils du pays, en la personne de Patient Saïba, directeur général de l'OGFREM, est élevé au poste de président de cette union. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Le président de l'OGFREM, le président de la République, devait aller au Ghana, parce qu'au niveau du Ghana, Accra, où on a installé justement le siège de cette zone de libre-échange qui est en train d'être mise en place, qui, je le rappelle, regroupe 54 sur 55 pays africains. Il n'y a que l'Érythrée qui n'est pas encore membre. Il devait y aller. Et le DG de l'OGFREM, en tant que président de l'UCCA, mais aussi en tant que l'un des experts congolais en cette matière, il va pour les réunions préparatoires à l'arrivée des chefs d'État. Le 9, le 5, le ministre des tutelles, ministre des Transports, fait une lettre. Toutes ces documentations sont présentes sur Internet et sur Twitter. Il autorise, il dit considérant les instructions reçues de la haute hiérarchie, je vous autorise à vous rendre à Accra du 9 au 16. Le 9 au matin, le Patient Saïba quitte le Congo pour Accra. Le même 9, le ministre signe un arrêté qui suspend Patient Saïba. Le 12 ou le 11, l'arrêté se retrouve sur les réseaux sociaux, alors que le premier concerné n'a même pas encore été notifié. Et on appelle de manière urgente à une remise et reprise qui a eu lieu. Voilà, qui a eu lieu de manière précipitée. L'intérimaire a même déjà commencé à poser des actions. Voilà. On lui accorde l'autorisation d'aller en mission du 9 au 16. Et dans la même période du 9 au 16, pendant qu'il est en mission, non seulement on les suspend, encore que déjà il faut vérifier sur la légalité de la suspension de quelqu'un qui est en mission de service, on le suspend et on s'arrange pour que pendant cette même période, quelqu'un d'autre les remplace. Cette précipitation cache quoi? Là où le bas blesse, et là où moi en tant que soutien du président Félix-Antoine Tshisekedi, je ne peux pas accepter, c'est qu'on met le président dans l'embarras. La personne s'est rendue à Accra où il précède le chef de l'État. Vous restez sur place, vous suspendez cette personne alors que cette personne est là-bas comme président de l'un des organismes qui doivent signer en présence de notre chef de l'État. Maintenant, le président Félix-Antoine va se retrouver à Accra avec un collaborateur manquant de légitimité parce que le ministre a décidé de le dépouiller, en présence de ses compères africains, en présence des délégations des différents pays. Ces mêmes délégations qui étaient ici au mois d'avril pour assister à l'investiture de Patient Saïba, ils vont se retrouver là-bas et on met le président de la République devant un fait accompli. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme ça qu'on a chassé Saïba de la salle. Chasser, je ne sais pas. Si l'intention était celui-là, de le chasser, alors ils ont réussi. Mais en faisant cela, on a jeté la boue sur qui? Sur la RDC et sur le président de la République. Parce que lui, président de l'Union africaine, va se retrouver dans une réunion qui aurait dû être animée, entre autres, par l'un des fils de son pays, et celui-là, on les met dehors. Bon, dites-moi maintenant là. Mais aucun des il n'a jamais donné une lettre autorisant M. Saïba. Saïba dit qu'il est parti avec une lettre d'autorisation de la présidence. Au niveau du ministère des Transports, le ministre dit n'avoir jamais autorisé M. Patient Saïba à pouvoir effectuer cette mission-là. Donc, M. Saïba va faire jouer ses influences au niveau de la présidence de la République. Il va profiter de cela pour dire que la lettre de l'autorisation aurait été signée par la présidence de la République, oubliant ainsi sa tutelle. Il y a une lettre signée par Chérubin Okende qui est là dans les réseaux sociaux. Vous ne l'avez pas. Le monde entier est là. Le monde entier a vu la lettre. Où il dit, pour ce qui est parce qu'en fait, la demande de mission concernait 4 étapes. On lui a donné il dit pour ce qui est de l'étape de Accra, compte tenu des instructions du président de la haute hiérarchie, je vous autorise. Je pense avoir une copie de cette lettre-là. On va vous donner votre sac. On va donner le sac. Donnez le sac. On va peut-être voir la lettre parce que bon. Donc, Chérubin Okende s'est dédié. Il aurait signé la lettre. Attendez.
C'est dans les réseaux sociaux. C'est eux-mêmes qui ont publié toute leur correspondance. Lisez. Là. Je l'ai trouvé sur Twitter. Là où c'est souligné. Au regard de tout ce qui précède et considérant les orientations de la haute hiérarchie, j'autorise l'étape du Ghana en vue de la signature de l'accord entre la ZLECAf et les PUCA le 9 juillet, sous réserve des éclaircissements concernant la prise en charge. Sous réserve. Ici, c'est une correspondance que le ministre... C'est pas un ordre d'émission. Non, attendez. Ça, c'est une lettre que le ministre adresse au directeur général de GFM. Une lettre qui devait... Non, attendez. accompagner d'un ordre d'émission. Attendez. Cher ami Perrault. Quand un ministre écrit, il dit « j'autorise », au regard de tout ce qui précède et considérant les orientations de la haute hiérarchie, j'autorise l'étape du Ghana en vue de la signature de la ZLECAf, de l'accord entre la ZLECAf et l'UCCA. C'est d'ailleurs en vertu de cette signature ici que le président de la République se trouve aujourd'hui à Accra. Le ministre dit j'autorise, qu'ils disent que si cette lettre est fausse. Si la lettre est fausse, on comprendrait. Mais ne nous dites pas, ne prenez pas en considération notre lettre, on l'avait signée sans savoir, il faut seulement chercher l'ordre d'émission. Alors que c'est sa signature, c'est le sceau sec de son ministère. Qu'ils nous disent, si cette lettre n'a pas été signée par lui, on comprendrait. Il ne peut pas dire, ok, ne tenez pas compte de ma signature ni de ma lettre, je l'avais signée sans savoir, il faut seulement chercher l'ordre d'émission. Attendons, soyons sérieux avec nous-mêmes. Il a autorisé l'étape du 9 au 16. Mais cette étape devait attendre un ordre d'émission officiel. Il n'y a pas d'ordre d'émission, messieurs, est allé sans ordre. Est-ce que ça peut-il nous brandir un ordre d'émission signé en bonne et due forme, ordre d'émission. Je ne répondrai. Ces documents ici, ce sont des documents que nous avons pris sur les réseaux sociaux parce que publiés publiés au niveau du ministère. Donc, le ministre ne peut pas. Je suis d'ailleurs d'avis et je pense que cet ordre de mission est là. Mais seulement, vu que ce n'est pas moi qui vous apporte les pièces sur cette... Oui. Vu que ce n'est pas moi qui vous apporte les pièces, je ne vous apporte pas. Mais là, je vous donne une lettre signée par le ministre avec son cachet sec. Et vous voudrez passer fille, faire semblant de n'avoir pas lu, de n'avoir pas vu. Cette lettre n'a pas existé. Elle semblerait être inopérante. Pourquoi l'avoir signée? Et vous la signez le 5, le 9, vous vous dédisez. C'est ça le vrai problème. C'est ça la cacophonie. Mettre le président de la République dans une situation compliquée, dans une situation embarrassante. Le président va se retrouver à Accra. Parce que, cher ami, quand un ministre autorise une mission, l'ordre des missions ici chez nous, généralement, lorsque c'est fait, c'est pour suivre tout ce qui est administratif. Mais en disant j'autorise, parce que ça c'est la réponse à une correspondance. Il lui écrit pour dire voilà, il y a telle mission qui sont prévues, je demande l'autorisation. Le ministre dit j'autorise. Et après il dit non, il est parti sans mon autorisation. Non. Ce n'est même pas pour ça. Ce n'est même pas pour ça qu'il est suspendu. Lisez l'arrêté de suspension. Tout a été publié sur les réseaux sociaux. Ce n'est même pas ça la raison. Attendez, cher ami Perrault. L'arrêté de suspension évoque un certain nombre de problèmes. Désobéissance, trafic d'influence. Voilà. Vous voyez, ce qui se fait maintenant, c'est ce qu'on appelle la gestion des dommages. Ils veulent gérer a posteriori un mal qui a été fait. L'arrêté de suspension dit nulle part qu'il est suspendu pour être parti à Accra sans ordre d'émission. L'arrêté de suspension énumère quelques griefs, notamment le fait d'avoir soi-disant procédé à ce trafic d'influence auprès de la haute hiérarchie. La haute hiérarchie d'un ministre, c'est qui? C'est le Premier ministre, c'est le Président de la République. Vous suspendez un mandataire pour soi-disant avoir procédé au trafic d'influence avec le Premier ministre ou le Président de la République. Ça existe dans quel pays ça? C'est une aberration, c'est une monstruosité. Donc en disant ça, vous faites du Premier ministre ou du Président de la République des complices d'un trafic d'influence. Parce que le trafic d'influence c'est quoi? Les gens en parlent comme ça. C'est quoi le trafic d'influence? C'est pousser quelqu'un à intervenir de manière illégale
Une autorité a intervenu de manière illégale ou utilisé cette autorité de manière illégale dans un dossier. Est-ce qu'un ministre peut dire qu'un mandataire a fait du trafic d'influence avec la haute hiérarchie? Voilà la raison. Maintenant, ex post, pour gérer les dommages, on dit qu'il est parti sans ordre de démission, alors qu'il y a leur correspondance. Mais lisez-la. C'est eux qui ont publié cet arrêté-là sur les réseaux sociaux. Ce sont les gens du ministère. Non, il parle aussi des désobéissants. Devons-nous croire ce qu'ils disent ou devons-nous croire ce qui a été publié dans leur propre arrêté? Lorsqu'on dit que Saïba est passé outre les mesures prises par le Conseil des ministres en faisant des permutations, des nominations, il y en a comme ça une centaine à l'OGFM. C'est-à-dire que l'homme n'a pas respecté les décisions prises par la haute hiérarchie. Lorsqu'on dit de Saïba, par exemple, des décisions de 9 personnes que Saïba a chassées du boulot, le Conseil lui a demandé de pouvoir les réintégrer. Saïba n'a pas respecté. On sent également dans le chef de Saïba une sorte de désobéissance par rapport à sa hiérarchie. Du tout. Pour la simple raison que les mises en place dont il parle ont été faites sous son prédécesseur. C'est Didier Manzenga, l'ancien ministre, qui aurait dû, s'il y avait raison de le suspendre pour ces permutations, qui aurait dû les suspendre à l'époque, puisque ces permutations datent de 2020. L'actuel ministre n'est là que depuis 3 mois. Les permutations le précèdent d'une année. Ça n'a rien à voir. Encore que dans les dossiers de ces permutations-là, c'est une des raisons pour lesquelles Saïba a été au parquet. Pourquoi il a été relâché? Parce que tout avait été examiné, tout avait été scruté minutieusement. Ça n'a rien à voir. Il l'accuse. Personne n'a tenu les bras au ministre ou à ses collaborateurs pour rédiger l'arrêté en utilisant les termes qu'ils ont utilisés. C'est eux qui ont dit qu'étant entendu que Saïba procède au trafic d'influence avec la haute hiérarchie. Ce sont leurs mots. Personne ne leur a mis ces mots-là dans la bouche. Et maintenant, sentant qu'ils se sont très mal pris, ils veulent changer en disant, voilà, non, ce n'est pas ça, il est parti sans ordre de démission. Que devons-nous croire? C'est comme ça qu'ils se mettent à renier leurs propres écrits. Ils renient cette lettre, maintenant ils veulent renier l'arrêté. C'était l'arrêté qu'ils ont écrit, qu'eux ont publié, puisque Saïba ne l'a pas encore reçu. Comment l'arrêté s'est retrouvé dans les réseaux sociaux? C'est de là-bas du cabinet du ministre. Si Saïba l'aurait reçu, on aurait dit, bon voilà, ce sont les gens de Saïba ou Saïba qui ont mis dans les réseaux sociaux. Saïba ne l'a pas reçu, il n'est pas là. Comment ça s'est retrouvé sur les réseaux sociaux? C'est eux, et leur propre arrêté dit, fait état d'un soi-disant trafic d'influence avec la haute hiérarchie. Qui, je le dis encore, ne peut être que le président de la République ou le Premier ministre, qui sont les deux seules autorités gouvernementales au-dessus du ministre. Maintenant, ex post, a posteriori, on va changer de version pour dire voilà, ce n'était pas ça. En réalité, c'est parce qu'il serait parti sans ordre d'émission, alors que là, il y a une lettre que eux ont encore publiée, que moi j'ai retrouvée sur Twitter, avec les sceaux du ministère, la signature du ministre, qui dit qu'il a autorisé l'étape du Ghana. Et puis, entre nous, soyons logiques. Saïba est président de l'UCCA. Fachi va au Ghana pour qu'il y ait signature entre la ZLECAF et l'UCCA. Et dans une telle mission, on avait prévu que Fachi allait partir sans le président de l'UCCA. Soyons logiques avec nous-mêmes, même ceux qui ne connaissent pas l'administration. Partir, oui, mais il faut attendre l'autorisation. Non, d'accord. Lors des élections. Attendons, d'accord, entendons-nous. Donc, logiquement, il était prévu que le président allait partir, l'UCCA allait être impliqué dans une mission sans le président de l'UCCA qui, du reste, est citoyen congolais. Ça n'a pas de sens. À la rigueur, j'aurais compris qu'on les suspende avant la mission. Comme ça, on a le temps de mettre quelqu'un d'autre pour qu'à son arrivée à Accra, le président de la République traite avec quelqu'un qui sera en fonction. Ils ne l'ont pas fait. Ils attendent qu'il soit là-bas pour que dans la précipitation, on signe les documents. Vous avez déjà vu dans ce pays une remise et reprise se faire en 24 heures. Pour quel mandataire? Ici. En 24 heures, remise et reprise. 24 heures suivantes, on convoque le conseil d'administration. Les 24 heures qui suivent encore, on désigne un censeur. Encore que, depuis la réforme du copyright, censeur, ça n'existe pas dans les établissements publics. Il y a un représentant de la tutelle. Censeur, c'est une expression qui vient de la loi de 78, qui est révolue. Et tout ça se fait dans la précipitation. À quelle fin? Parce que les vrais enjeux, ce n'est pas là. Le vrai enjeu derrière cette histoire, il est politique. C'est-à-dire Kasumbalesa, le port sec. Certaines personnes voudraient qu'en 2023, ils disent c'est eux qui ont réussi ce projet-là. Et on ne les laissera pas faire. Parce que ce projet a été commencé depuis longtemps. Il est en train d'être piloté maintenant sous l'égide du président Félix Antoine Tshisekedi. Nous connaissons le parti politique dont est issu le ministre.
la personne qui l'a désigné, mon idée là, pour aller là-bas comme censeur, est d'ensemble. Demain, on voudra nous mettre quelqu'un d'ensemble à l'OGFM pour qu'on dise en 2023 que c'est ensemble qui a réussi le projet de Kasumbalé, ça pour sec. L'enjeu, il est politique, ce n'est pas autour de la personne de Passant Saïba. Si, papa. Parce que moi, je vous ai dit, si vous avez un cas où dans ce pays, les choses se sont passées de la même manière, on signe un ordre, on autorise une mission. Le gars part, le même jour, on le suspend. 24 heures après, remise et reprise. 24 heures après, on convoque le conseil d'administration. Donnez-moi cet exemple si vous l'avez. Moi, je pense que c'est inouï dans les annales de la gestion des entreprises publiques et des établissements publics dans ce pays. Pourquoi cette précipitation? Dites-moi, cher ami Perrault, pourquoi n'avoir pas attendu qu'il a été, il est en mission du 9 au 16. Après le 16, il revient au pays. Vous lui dites, voilà, nous venons d'avoir des nouveaux faits par rapport à toi. Pour telle ou telle raison, vous êtes suspendu. Pourquoi cette précipitation jusqu'à mettre le président dans l'embarras? Le président est embarrassé. Il descend, il y a un délégué qui est venu pour le compte du pays. Et finalement, bon, on lui dit, il a été suspendu. Qu'est-ce que je dois faire? Si je me mets avec lui, ça veut dire que j'ai dédié mon ministre. Si je ne le mets pas là, ça veut dire que moi-même, je contribue au dysfonctionnement de l'UCCA. Puisque c'est eux qui ont préparé la réunion là. Les présidents ne préparent pas la réunion. Il y a des équipes d'avance qui partent et qui préparent les dossiers. Lui, en tant que président de l'UCCA, c'est lui et les autres qui ont préparé tout ce qui doit se faire à Accra. Donc, en tant que l'un des techniciens, l'un des conseillers du président, en cette matière, quand je dis conseiller, tout agent de l'État est d'une certaine manière conseiller du président de la République. Ça veut dire que le président peut utiliser son expertise pour les biens du pays. Donc, il est là-bas parmi ceux qui ont préparé la réunion. Vous vous dites, voilà, la réunion vient de commencer, on les suspend. C'est comme toi et moi, maintenant, on est sur un plateau. S'il y avait un DG au-dessus de toi, il dit, je suspends Perrault pendant l'émission. Pour que Perrault fasse quoi? Tu termines l'émission ou tu arrêtes pendant l'émission et moi, là, je dois attendre comme invité qu'un autre présentateur se présente. C'est un peu ça, ce qui s'est passé. C'est une analogie qui tient son coup. Saïba, c'est un conflictuel, hein, mine de rien. Tous les ministres de tutelle qui ont succédé à la tête du ministère des Transports ont eu des problèmes avec Saïba. Makila ou Tozala qui est Makila Lobby. Tozongi Boy Didier, le commun aucun. Donc Saïba, lui, c'est toujours un saint, c'est toujours les ministres qui sont des fautes. J'ai l'impression que vous n'avez pas lu les rapports de l'IGF sur Makila et les autres. Il faut lire les rapports de l'IGF. Vous savez, dans un pays où les gens sont habitués à tordre l'essence des choses normales, quand quelqu'un veut rester dans la normalité, on le prend pour un conflictuel. Moi-même, il y a des gens qui m'ont dit au parquet, Aya solo la rabiente. Pourquoi? Parce que je refuse de donner la corruption. C'est tout à fait normal. Donc on ne peut pas d'emblée dire, voilà, telle personne est mauvaise parce qu'elle a eu de conflits avec 2 ou 3 personnes. Moi, on me l'a dit. Il y a un juge qui allait dire à un de mes frères qui est magistrat, parce qu'il aurait voulu que je donne la corruption alors que moi j'estimais que je ne peux pas donner la corruption. Donc on ne peut pas juger de la moralité de Saïba sur base des opinions de certaines personnes. Il faut partir des faits. Et je vous rappelle que très peu de mandataires dans ce pays auraient pu être soumis à l'examen minutieux auquel Saïba a été soumis au parquet et en sortir tête haute. Il a été au parquet, tout le monde le sait, 5 jours en garde à vue. Et pendant les 5 jours au parquet, on a scruté sa gestion depuis le jour où il a été nommé. Les relevés des comptes, tous les comptes de l'OGFM ont été présentés au parquet. On lui a même demandé d'emmener les souches, je ne sais pas si c'est le mot exact, des chéquiers, pour voir exactement quels sont les chèques qu'il avait émis, pour quel montant. Ça a été scruté. Même le paiement de $1000, il fallait justifier, vous avez payé $1000 à qui? Je ne suis pas sûr que si l'on prenait 10 mandataires dans ce pays, on les amène au parquet pour les examiner, les scruter avec une telle minutie, il y en aurait 2 qui en sortiraient tête haute. Il a été au parquet pendant 5 jours. Le parquet l'a scruté, le parquet l'a examiné comme un médecin examine un patient dénudé. Et le parquet a jugé qu'il devait être remis en liberté. Donc on ne peut pas revenir ainsi et jeter de la boue sur la gestion de ce jeune homme, entre guillemets, qui est quand même, soit dit en passant, brillant et qui fait la fierté du pays. Non mais vous allez faire quoi? Parce que j'ai appris finalement que ces avocats ont écrit une lettre de recours. Certainement qu'on ne va pas réserver, il n'y aura pas d'issue favorable. Est-ce que vous pensez que Saïba doit aller au-delà en saisissant par exemple le Conseil d'État contre l'acte pris par le ministre des Transports? La loi prévoit les recours administratifs et les recours judiciaires. Mais seulement, je tiens à rappeler à nous tous
que dans ce pays, il n'y a qu'un seul qui a été élu par l'ensemble des Congolais, c'est le président de la République. Que ce soit Saïba, que ce soit le ministre, ils sont au service du président de la République, donc au service de la population à travers le président de la République. C'est lui qui, en dernier ressort, dira « Je garde ma confiance sur celui-là » parce que selon l'article 81 de notre Constitution, c'est le président de la République seul qui nomme les mandataires. Encore une autre violation pour la nomination de ce fameux censeur. Donc, c'est le président qui estimera en dernier ressort s'il va garder Saïba, s'il va garder le ministre. Ça, c'est le bon vouloir du président de la République, c'est à sa discrétion. Vous conseillez quoi, Saïba? Saïba va faire ce que la loi lui offre comme recours. Il fait un recours administratif. Il écrit au ministre, qui est sa hiérarchie directe, pour lui dire, voilà, pour telle raison, votre décision est malvenue. Et nous vous prions de la rapporter. La suite que le ministre réservera à cela, décidera de la suite des événements. S'il faut saisir le Premier ministre, la haute hiérarchie que malheureusement on traîne dans la boue en utilisant des termes comme trafic d'influence, ou le président de la République, cela va se faire. Mais il s'agit des biens de l'État, il ne s'agit pas des biens privés de Saïba, ni des biens privés du ministre. Il faut que cela soit géré avec tact, avec finesse, et non pas donner des spectacles hideux à la face du monde, ou dans un pays étranger à Accra, les Ghanéens sont surpris de voir tantôt Saïba est là, tantôt il n'est pas là. Les délégations qui étaient ici au mois d'avril, dans une réunion présidée par notre président, se retrouvent là-bas, ils ne savent pas, bon, finalement, il est président de l'UCCA, est-ce qu'il ne l'est pas? Donc maintenant, vous donnez du travail aux juristes de cet organisme panafricain pour qu'ils se mettent à réfléchir, bon, s'il n'est plus DG de l'OGFREM, est-ce qu'il est encore président de l'UCCA ou son mandat est tombé? Si son mandat est tombé, comment on va faire pour son remplacement? Vous leur donnez du travail parce que vous faites des choses dans la précipitation avec beaucoup d'amateurisme. Il suffisait d'attendre le 16, c'était 4 jours. Il revient, vous faites la procédure normalement, vous le faites avec précipitation parce que les intentions réelles ne sont pas ce qui sont repris dans vos écrits. Maître, on a fini l'émission. Merci d'être venu nous voir. On est à la 55e minute et je ne m'en suis même pas rendu compte. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. On va suivre les dossiers et on verra. Merci, cher ami Perrault. Madame, messieurs, l'émission est terminée. On va dire grand merci à l'équipe technique qui a fait un travail aujourd'hui qui m'a quand même laissé assez pantois. Je ne suis pas fier de mon équipe. Je regardais ce qui a été fait. On va tirer un peu les horaires. Qu'est-ce que je veux dire? L'oreille. Voilà, on va tirer un peu nos amis là-bas. Donc, je ne les salue pas. Je vous dis plutôt merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvons-nous pour un autre numéro. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Oh,